Et bonjour, bonjour. Hop, bienvenue sur ce live hebdomadaire. Euh, Hop, je baisse encore un peu la musique. Bienvenue, bienvenue. Alors, au programme cette semaine, pas mal de choses sur lesquelles on était déjà passé, on va dire, il y a quelques temps maintenant. Je vais commencer par un peu d'actu, on va dire. Euh, D'abord pour vous parler de ce qui va se passer ces prochaines semaines, puisque on aura un live a priori comme prévu la semaine prochaine, donc toujours mercredi 17h, comme d'habitude ou presque. Par contre, la semaine suivante, comme certains d'entre vous le savent depuis de longues dates maintenant, je ne serai pas là puisque je serai à Brighton, donc c'est mon petit moment auto-promo. Voilà, donc je serai à Brighton ou au minimum sur la route de Brighton pour le Brighton SEO où j'ai maintenant presque l'habitude de me rendre en tant qu'auditeur, on va dire, depuis l'année dernière en fait. Cette fois-ci, j'ai la grande joie d'avoir été choisi comme speaker, donc je vais parler notamment d'automatisation et surtout de monitoring, en particulier sur des gros volumes, etc. Donc voilà. Évidemment, c'est en anglais. Je crois qu'il y a encore des places disponibles, que ce soit en physique ou en virtuel, pour ceux qui souhaiteraient se joindre à l'événement. Pour ma part, je crois que je parle le vendredi matin. C'est un événement sur 2 jours, voire 3 jours, puisque en fait, le mercredi, il y a déjà pas mal de choses qui se passent. Vraiment un gros truc. Donc si vous avez l'occasion d'aller à Brighton, ça a lieu 2 fois par an en général, courant avril et courant octobre. Brighton SEO, c'est vraiment un événement que je recommande si le côté international, on va dire, vous intéresse. Il y a vraiment énormément de monde, énormément de sujets et des choses plutôt de bonne facture. On est parfois un peu surpris, un peu décontenancé, on va dire, mais globalement, si vous savez choisir vos interlocuteurs, on va dire, il y a vraiment des belles choses à voir, des belles rencontres à faire. Voilà, donc si vous êtes à Brighton, n'hésitez pas à venir me dire bonjour si vous me croisez, ou si vous me cherchez, je serai probablement pas très loin, soit des stands qui font du café, soit du stand on-crawl, en tant qu'ambassadeur évidemment. Voilà pour cette partie auto-promo. L'autre sujet dont je voulais parler, qui est quand même une grosse nouveauté également, c'est la sortie toute récente, puisque c'était avant-hier. Moi, je l'ai appris aujourd'hui pour pas vous le cacher. La sortie de Pandas en version 2.0. Alors Pandas, on en a déjà beaucoup parlé et c'est une librairie qu'on va encore utiliser aujourd'hui, qui est vraiment un classique en Python pour tout ce qui est manipulation de données. Très inspiré des data frames qui se font en R, puisque on a des data frames en Python également, grâce à Pandas. Donc pas mal de choses qui ont été ajoutées sur cette version majeure, hein, puisque passer d'une version 1.5.3 en début d'année à une version 2.0, ça veut dire qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui ont changé. Et en général, avec Pandas, c'est des choses dont on se rend pas toujours trop compte. La liste de tout ce qui a été changé est évidemment disponible sur cette URL que je mettrai en commentaire du replay sur YouTube, que vous pouvez retrouver, qui est pas forcément super intéressante, on va dire, pour les non-initiés, mais qui liste vraiment tous les changements, tous les bugs qui ont été fixés, etc. Moi, je retiens surtout deux gros changements qui ont attiré mon attention. Le premier, c'est le tout premier qui est listé ici, en fait, le fait qu'on puisse installer Pandas avec une partie ou une sélection des dépendances, on va dire. Donc en gros, comme beaucoup de librairies, Pandas se repose elle-même sur d'autres librairies, d'autres packages Python, dont vous avez une grande partie de la liste ici. Le truc, c'est qu'on ne se sert pas forcément de toutes les fonctionnalités soutenues par ces librairies supplémentaires.
Et du coup, dans certains contextes, c'est intéressant de pouvoir avoir une version très light, on va dire, de Pandas. Et donc maintenant, c'est possible grâce à cette version 2.0. Alors, il y a plein de choses qui ont été changées, évidemment. L'autre sujet sur lequel je voulais m'attarder également, qui a priori sera, un petit peu, invisible dans un premier temps, mais qui devrait quand même, nous faciliter la vie, en tout cas lorsqu'on travaille sur des gros volumes de données. C'est le fait que Pandas, maintenant utilise une nouvelle technologie, on va dire, pour stocker la donnée. Alors je simplifie énormément, vous avez ici un article très long qui détaille vraiment, le pourquoi du comment et les gains apportés. Mais en gros, pour résumer dans les très grandes lignes, jusqu'à très récemment, Pandas se reposait pour la partie vraiment gestion des données, à proprement parler, sur une autre librairie Python qui s'appelle NumPy. Là encore un grand classique. Il se trouve que NumPy, qui est quand même déjà très optimisé, a tout de même ses limites, notamment lorsqu'on commence à vraiment avoir des gros volumes de données. Et du coup, ils font la transition sur Apache Arrow. Alors Arrow, qui est une des nombreuses solutions qui sont proposées par la fondation Apache, il me semble que c'est une fondation. En gros, c'est une manière, on va dire, de manipuler la donnée sur un niveau un peu plus bas côté machine. Donc c'est pas des choses sur lesquelles on va beaucoup se pencher, mais en tout cas, l'information intéressante, au-delà du fait que pour l'instant c'est très invisible, c'est surtout que, comme nous le montre ce petit tableau-là, bah, le gain en termes de rapidité d'exécution est quand même assez vite notable, même sur des volumes peut-être plus faibles. Donc pour l'instant, c'est vraiment une première étape vers cette transition. A priori, ça va devenir de plus en plus gros, on va dire, de plus en plus massif. Mais voilà, attendez-vous à des petits changements. Euh, alors, Panda, c'est une librairie qui, je trouve, fait relativement bien les choses lorsqu'il y a des grosses mises à jour comme ça, puisqu'ils essaient à chaque fois d'être le plus interopérable, comme ils le disent ici, c'est-à-dire que bah, l'idée c'est que les anciens bouts de code, les anciennes fonctions, etc. soient toujours supportés le plus longtemps possible. Alors c'est pas toujours possible malheureusement, et il y a des moments où il faut déprécier certaines features. Mais en théorie, si vous utilisez une version de Pandas en 2.0, vous verrez en théorie pas trop de changements par rapport à la version 1.5 précédente. Et puis bah, petit à petit, on nous pousse vers de nouvelles manières de faire les choses. Voilà, donc c'est plutôt intéressant. Alors, comme je le disais, j'ai appris cette nouvelle version, enfin cette publication d'une nouvelle version, pas plus tard que ce matin. Donc j'avoue que j'ai pas du tout eu le temps d'aller regarder un petit peu euh, que ça changeait concrètement. On aura peut-être l'occasion de faire ça dans un prochain épisode. En tout cas, je pense qu'on aura l'occasion d'utiliser cette nouvelle version. Mais voilà, des bonnes nouvelles, on va dire. Euh, que dire de plus? Alors, on a fait un petit interlude ces 2 dernières semaines, hein, avec un petit projet de manipulation de mots-clés et surtout la semaine dernière d'utilisation d'une librairie de NLP, une librairie qui s'appelle Spacey. Et on a notamment tenté d'entraîner notre modèle pour qu'il essaie de reconnaître des entités nommées dans notre liste de mots-clés. Alors on a vu que c'était pas très efficace à première vue, mais que a priori avec de l'entraînement, ça marchait un peu mieux. Euh, c'est quelque chose, si certains sont intéressés, qu'on pourra reprendre et creuser. Cette semaine, moi j'avais envie de revenir sur l'autre sujet qu'on avait en cours, on va dire, qui était notre série sur les algorithmes de prédiction. Donc ce code, hein, que vous pouvez retrouver sur GitLab, je vais vous mettre d'ailleurs le lien directement dans le chat, comme ça vous l'aurez. Hop.
Voilà, donc ce qu'on avait fait jusque-là, c'était utiliser la librairie XGBoost, qui est un des grands classiques du machine learning, on va dire, en Python, et qui nous permet de faire de la prédiction de trafic. Cette semaine, ce que je voulais vous proposer, c'est de se pencher sur un autre grand classique, qui est un peu plus récent, il me semble, mais en tout cas qui est monté en flèche lors de sa parution, qui est fourni par Facebook et qui s'appelle Prophet. Alors, on peut aller rapidement sur Google pour regarder à quoi ça ressemble, mais voilà, il faut savoir que Facebook fait beaucoup, beaucoup de choses en termes de machine learning, de data science, d'intelligence artificielle, etc. Pour ceux qui s'intéressent aux larges modèles de langage comme GPT 3, 3,5 ou 4, vous n'êtes peut-être pas sans avoir entendu parler de Llama, qui est le modèle fourni par Facebook justement. Voilà, donc ils font vraiment des choses super intéressantes. Ils sont parfois assez discrets d'ailleurs sur le sujet. En tout cas, Prophet, donc c'est quelque chose qui est sorti il y a quelques années déjà maintenant et qui a très, très vite, su s'imposer, on va dire, en termes de prédiction, comme son nom l'indique relativement bien. Donc il y a plein de choses, plein de documentation que, vous pouvez, découvrir. Moi, ce que je voulais vous proposer aujourd'hui, c'est de refaire un petit peu ce qu'on a fait, lors des lives précédents avec XGBoost, mais en utilisant cette, librairie-là, pour voir un petit peu les différences et les points communs ou pas d'ailleurs. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, hop, quelques petites précisions. Heu, Mon expérience avec Prophet est assez, comment dirais-je? Frustrante. En gros, alors j'ai essayé, au départ d'utiliser Prophet avec les dernières versions de Python et cetera. Je me suis très, très vite rendu compte que ça ne marchait pas. Donc là, je vais donner des infos assez importantes, mais la version, enfin, en tout cas, les versions de Python qui ont l'air d'être bien compatibles avec, Prophet, c'est, les versions en 3.8. Donc la dernière, en tout cas la dernière à laquelle moi j'avais accès via PyEnv, c'est, la 3.8.16. Donc encore une fois, hein, un des grands intérêts d'utiliser un utilitaire comme PyEnv, c'est que, on peut lister toutes les versions auxquelles on a accès assez facilement. Donc on a plein de distributions un peu exotiques, on va dire, mais on a ici notamment la liste de toutes les distributions officielles de Python. Et donc je peux aller chercher assez vite si je veux les dernières versions qui m'intéressent. Par exemple ici, a priori, la dernière version à laquelle j'ai accès qui ne soit pas une version alpha ou de dev, c'est la 3.11.2. Si vous utilisez Prophet avec celle-là, il est probable que ça ne marche pas. Donc il y a des librairies qui ne sont pas compatibles, etc., qui n'ont pas été mises à jour. Donc voilà, pensez bien à utiliser une version de Python qui soit en 3.8, et ensuite il suffira de faire, alors je l'ai déjà fait, donc normalement il va me dire que c'est déjà, voilà, c'est déjà fait, mais il suffit d'installer Prophet avec pip install Prophet, et vous êtes prêt à partir. Donc vous avez peut-être aperçu cet onglet-là où on a plein d'erreurs 403 parce que j'ai eu du mal à me connecter à ce serveur. C'est simplement notre serveur local Jupyter Notebook qui tourne et qui fait fonctionner notamment ce notebook qu'on a pu voir il y a quelques semaines maintenant ensemble. Donc voilà, pour rappel, on avait récupéré des données issues des pages vues sur Wikipédia FR sur une période de 2 ans à peu près. Et puis le but, c'était d'analyser un petit peu ces données-là, de rajouter des features et surtout de faire un petit peu de prédiction de trafic. Voilà, on a vu que, on avait des résultats qui n'étaient pas forcément, toujours, très, très précis. On peut voir ici, par exemple, que, donc là, on a une prévision de trafic de mémoire à partir de, voilà, début janvier 2023 jusque fin février à peu près. Et on peut voir que ce que notre algorithme prédit en orange
et pas toujours très, très proche de, ce qui s'est réellement passé. Alors après, il faut pas oublier que c'est de la prédiction de trafic qui se base sur, des données historiques, mais mais ça reste quand même, intéressant et notamment on peut voir que alors le début janvier a eu l'air d'être un peu particulier, mais si on regarde le reste de la prédiction, c'est quand même un peu plus proche de la réalité. Et puis surtout, on s'était pas beaucoup penché sur les manières, on va dire, d'optimiser notre modèle de prédiction. Donc ça fait partie des choses sur lesquelles on reviendra peut-être un petit peu. Hem, je vais laisser ça de côté. On va créer un nouveau, fichier. Hop. Alors je sais pas si c'est la meilleure manière de faire ça. Hop. Voilà, ça ce sera mieux. Alors je vais le sauvegarder dès maintenant et l'appeler prophète. Voilà. Et du coup, bah, on va se lancer dans l'utilisation de Facebook Prophet. Hem, quelque chose d'assez basique, hein, pour l'instant. Donc on va faire nos premiers petits imports. Hop, qu'est-ce que j'ai fait? Import pandas as PD, import matplotlib. Voilà, histoire qu'on puisse faire quelques petits, graphiques. On va rajouter notre fameux, matplotlib inline, hein, qui nous permet d'afficher directement les graphiques sans se prendre la tête. Et puis on va rentrer dans le vif du sujet avec un import d'abord de Prophet directement, et puis un autre import qui va nous servir peut-être un peu plus tard, mais qui est assez cool, vous verrez tout à l'heure. Voilà. Est-ce que ça fonctionne? Je veux ce noyau-là, oui, vas-y. Alors, je ne vais pas faire une enquête de retour d'expérience dès maintenant. Ah, il veut pas de matplotlib inline parce que j'ai mis un espace. Ah, voilà. Alors, c'est là où ça commence mal. Ok. Alors, je pense qu'il nous manque simplement la librairie Plotly, donc ça devrait être assez simple à résoudre si c'est le cas. Croisons les doigts. Je trouve ça toujours assez frustrant lorsque des librairies comme ça se reposent sur d'autres librairies, mais ne le disent pas clairement et du coup ne l'indiquent pas dans leur dépendance. Ah, on a Fred qui nous rejoint. Salut Fred, j'espère que tu vas bien. Ok, donc Plotly est installé, on va pouvoir relancer notre import et croiser les doigts. Ah, il faut peut-être que je redémarre mon noyau. Eh bah écoute, moi ça va, une semaine bien chargée comme souvent, mais on s'ennuie pas, donc tant mieux. Merci de prendre des nouvelles. Alors, cette fois-ci, l'erreur a changé. Qu'est-ce que c'est? Bon, on n'a pas besoin de ce truc-là tout de suite, donc je vais laisser ça de côté, comme ça on va rentrer quand même dans le vif du sujet et voir si Prophet fonctionne, et puis on reviendra là-dessus plus tard. Alors, on va importer nos données. Alors, il faut que je retrouve le nom de ce que je veux importer. Voilà. Copier.
exactement. J'ai aucune idée du séparateur de qu'on a dans ce fichier. C'est une virgule, donc normalement on n'a pas besoin de préciser. Et bien c'est parti. Un petit df.head, histoire de regarder à quoi ça ressemble, et c'est parfait. Alors, donc on a le même data frame de base que ce qu'on avait vu ensemble sur notre test de XGBoost, c'est-à-dire des dates et en face des dates, le nombre de pages vues sur Wikipédia FR. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On va créer une copie de ce data frame qu'on va utiliser comme data frame d'entraînement. Et ce que j'ai envie de faire, c'est comme pour XGBoost, de se garder tout ce qui n'est pas en 2023 en stock. Comme ça, on pourra compléter et comparer surtout la prédiction avec le trafic réel qui aura été fait par Wikipédia. Je vais peut-être garder janvier quand même, histoire d'être sympa. Voilà. Qu'est-ce que ça nous donne? Ah oui, alors j'ai pas utilisé le bon nom de colonne. Ok, parfait. Alors, ça, c'est fait. Le problème qu'on va avoir maintenant, c'est que il va falloir qu'on renomme nos colonnes. En fait, la petite particularité avec Prophet, justement, c'est que il a besoin de colonnes avec des noms vraiment particuliers. Hop, voilà. Donc en gros, ce que je fais tout simplement, c'est que je vais remplacer le nom date ici par ds et puis fr.wikipedia.org par y. C'est ce que souhaite Prophet comme nom de colonne pour l'entraînement. Voilà, donc là, tout va bien. Et ensuite, je vais rentrer dans la prédiction. Donc je crée un modèle de prédiction avec m égale Prophet. Alors, il y a plein de paramètres qu'on pourrait utiliser, de précision, de saisonnalité, etc. Pour l'instant, on va faire les choses simplement, on va dire, et puis on ira regarder un petit peu la documentation par la suite. Et ensuite, voilà, je vais simplement lui dire, bah, entraîne-toi avec le dataset train que je viens de créer. Et en théorie, ça marche plutôt rapidement. Voilà, donc ça a pris 2 secondes 5. Et on a un modèle de prédiction qui est censé fonctionner relativement bien. Alors, maintenant, la manière dont on va se servir de Prophet, c'est en gros qu'on va créer un nouveau data frame, qu'on va appeler futur ici, et dont la source de données, c'est en fait notre modèle de prédiction qui est capable de prendre notamment une période. Donc ici, notre période, c'est des jours, hein, évidemment. Donc là, ce que je lui demande, c'est de me faire une prédiction de trafic sur les 60 prochains jours par rapport à ces données d'entraînement. Donc si je fais plutôt un petit future.head, voilà. Donc là, en gros, ce qu'il nous a préparé, c'est les dates auxquelles il va ajouter des données. Alors, je suis un petit peu surpris par contre. Ah oui, alors attends. C'est peut-être parce que je n'affiche pas les bonnes dates. Voilà. Donc, je lui ai demandé une période de 60 jours. Donc, en partant du 1er février 2023, ça nous amène au 1er avril. Ça doit être assez cohérent, je pense. Et donc là, on a bien créé notre data frame qui va recevoir en fait deux choses, c'est-à-dire les données réelles qu'on a envoyées comme entraînement et puis les données de prédiction.
Hem et on va passer à la prédiction assez facilement avec cette fonction-là. Donc, tout simplement, hein, je lui dis, bah: «Prédis-moi, fais-moi des prévisions sur, ces dates dans le futur avec ce modèle-là». Et puis on peut afficher justement, les données que ça nous envoie. Alors on a, 3 colonnes ici qui nous sont affichées. Alors il y en aurait probablement d'autres, mais peu importe. Celle qui nous intéresse le plus en fait, c'est, la première Y hat. En fait, c'est la vraie prédiction, on va dire, qui aura été réalisée. Alors, on est sur des chiffres exposant 7, donc ça veut dire que c'est du, 3 ou 30 millions plutôt, donc 34 millions. Si je me plante pas. J'espère que si je me plante, quelqu'un aura la gentillesse de me corriger dans le chat. Et en fait, les 2 autres colonnes qu'on a, c'est, 2 intervalles de prédiction. C'est ça qui est assez intéressant. Fred me dit que je me plante pas. Merci Fred. Hem Ce qui est intéressant avec Prophet donc, c'est que, en fait, plutôt que de nous fournir une seule valeur, il va nous fournir par défaut, une valeur, moyenne, on va dire, mais également une valeur faible et une valeur haute. Et ça, c'est assez cool parce que, bah, à partir du moment où, hem, on crée un graphique. Ouh là là, alors j'aurais peut-être dû faire ça autrement. Alors, là, on a beaucoup de données, donc c'est peut-être pas très, très lisible, mais en gros, il y a plein de choses à voir sur ce graphique-là. Hem, bon, on va laisser celui-ci de côté parce qu'il y a une autre méthode qui va nous intéresser un petit peu plus. Voilà. Alors, cette méthode-là, en fait, elle permet de, montrer les composants, on va dire, de la prédiction. Donc en fait, dans les composants, on a plusieurs choses. On a, une sorte de saisonnalité, on va dire, sur les différentes dates qui nous ont été fournies en entraînement. On a également une saisonnalité sur les jours de la semaine. Donc là, par exemple, on voit que, le jour le plus actif sur Wikipédia, a priori, c'est plutôt le lundi, puis ça baisse, jusqu'au vendredi et ça remonte un petit peu le samedi. On peut voir également que d'année en année, on a, une saisonnalité qui est comme celle-ci. Donc ça veut dire que, peut-être qu'il y a notamment un lien avec les années scolaires où, en juillet, août, c'est, plutôt faiblard et puis, même juin, pardon, et septembre, c'est pas non plus une activité incroyable et on voit aussi peut-être un petit creux au niveau des périodes de fêtes. Et puis on a d'autres choses qui vont être notamment, les tendances de progression, on va dire. Donc, on peut voir que, le trafic progresse vraiment pas mal, notamment depuis mai 2022. Et puis le reste, bah, en fait, c'est la même chose. Je sais pas pourquoi il me l'affiche 2 fois pour le coup. Alors je vais essayer un truc. Est-ce que ça c'est mieux? Ah voilà, OK. Bon, du coup, je corrige ici aussi. Hop. OK. Alors moi, j'aimerais bien par contre qu'on arrive à afficher, un petit peu plus précisément ce qui s'est passé sur la prédiction. Et alors pour ça, on va faire de nouveaux imports. Voilà, merci encore une fois à Copilot qui, lit dans mes pensées. Hop, alors une nouvelle fonction de plotting, alors il y en a beaucoup, hein, dans Prophet qui sont directement intégrées. Celle-ci est plutôt cool parce qu'elle utilise donc, une librairie qu'on a, il me semble, pas encore, utilisée, lors des lives sur la chaîne, qui est Plotly. Alors Plotly, pour faire un aparté rapide,
Plotly est un des classiques également, il lit pas dans mes pensées. Oui, oui, je sais bien. Je sais bien qu'il lit pas vraiment dans mes pensées. Heureusement d'ailleurs, mais parfois c'est un petit peu impressionnant quand même. Donc Plotly qui est un des classiques, en devenir ou pas en devenir d'ailleurs, maintenant de la visualisation de données en Python, et qui a un avantage assez, important par rapport à d'autres librairies, c'est que ça permet assez facilement, comme on va le voir juste ici, de faire des graphiques, interactifs. Donc je peux par exemple regarder, sinon il afficherait des trucs incroyables. Ouais, alors, je pense qu'il vaut mieux pas trop lire dans mes pensées par moment, mais on va pas rentrer dans les détails. Voilà, donc par exemple, je peux ici sélectionner des périodes de, la dernière année, toutes les données, et cetera, et cetera. C'est plutôt intéressant. Et puis je peux également, utiliser cette jauge ici pour retirer les périodes qui m'intéressent pas trop. Et du coup, si je me concentre vraiment sur, ce qu'on va appeler la fin de la période et surtout sur ce que, Prophet a, prédit, et bien je vais voir, nos fameuses périodes, hautes et faibles. Alors, il vaudrait mieux pas que Copilot lise dans les pensées de Écribouille. Alors je crois qu'elle ne sera pas là pour se défendre, mais je pense que dans tous les cas, qui que ce soit, laissons nos pensées tranquilles. Voilà, et laissons nos cerveaux là où ils sont pour l'instant. On aura bien assez tôt des problèmes avec ce genre de choses. Voilà, donc là, c'est assez intéressant et c'est ce qui, moi, me paraît plutôt cool avec Prophet, c'est, ce qu'on voit ici en bleu clair au-dessus et en dessous de la courbe, bleu foncé, on va dire. C'est ces fameux, alors je sais plus exactement comment ils s'appellent d'ailleurs, mais c'est Y hat lower et Y hat upper qui sont du coup, bah, les valeurs, possiblement, hautes ou possiblement faibles, qui peuvent être attendues. Et pourquoi ça c'est intéressant? Parce que, bah, je pense on n'est pas sans le savoir, si on fait du SEO, mais on peut faire un petit peu de prédiction sur, des données de trafic, mais on est dépendant d'énormément de choses. D'abord du propre travail qu'on est capable de mettre en place sur, nos sites, on va dire, mais également, bah, du travail d'autres intervenants et puis également, du travail de nos concurrents. Du travail de Google avec les core updates, et cetera, et cetera. Bref, il y a plein de choses qui peuvent influencer, à la hausse comme à la baisse, le trafic, d'un site, que ce soit en SEO ou pas d'ailleurs. Et du coup, ça rend vraiment très compliqué de faire de la prédiction. Ce qui est intéressant avec Prophet, c'est que, bah, justement, on a cette marge d'erreur, on va dire, dans nos prédictions qui, nous donne un petit peu une appréciation de, OK, à quoi on peut s'attendre et du coup pouvoir faire plusieurs hypothèses, on va dire, de prédiction de trafic. Alors c'est assez intéressant, même si ça a un petit peu ses limites. Moi, ce que je trouve un petit peu moins bien avec Prophet, mais on va vite s'en donner le cœur net, c'est que, la prédiction en elle-même est parfois un petit peu éloignée des réalités. Alors on peut le voir déjà un petit peu ici puisque, en réalité la courbe bleue et les 2 ombres bleu clair, qui sont là, c'est de la prédiction qui, en réalité, se fait sur l'intégralité de la période. Et donc si je zoome sur n'importe quelle partie du graphe, on peut voir qu'on a des petits points noirs qui apparaissent, qui en fait sont les données réelles qui ont été fournies au dataset d'entraînement. Donc ce qu'on peut voir, c'est que même sur les périodes précédentes, de notre entraînement, on a des prédictions qui sont faites et qui sont parfois quand même très loin de ce qui s'est passé. Là, si je zoome sur cette période-là, bon, on a les mêmes tendances, hein, mais on est quand même en trafic réel, plutôt au-dessus de ce que Prophet nous dit. Donc ça, il faut y faire attention, et surtout si on fait un graphique un petit peu plus ressemblant à ce qu'on avait fait, avec XGBoost. Alors je vais essayer de reprendre notre graphique ici, hop. Donc nous, on a un forecast
Donc comme vous pouvez le voir, il y a plein de choses qui sont ajoutées en plus de ce qu'on a vu tout à l'heure, qui sont en fait des données qui vont à la fois permettre d'analyser un peu plus en détail ce qui se passe et cetera et puis qui permettent également au modèle de, plus facilement prévoir les infos. Alors un truc que j'ai pas précisé mais qui coule peut-être de source pour certains, heu, si vous vous rappelez avec XGBoost, on a dû, créer des features pour améliorer, la précision de notre modèle et faciliter son entraînement. Notamment lui fournir, heu, ce genre d'informations, alors, pas forcément les jours de vacances, mais en tout cas le jour de la semaine, le jour du mois et cetera, que XGBoost ne devinait pas lui-même. Prophet, pour le coup, est vraiment spécialisé, sur, de l'analyse de données, temporelles, on va dire et du coup, cette détection du jour de la semaine, du mois et cetera, il le fait directement. On n'a pas besoin de le faire à sa place, donc ça, c'est un petit gain de temps. Vous avez pu voir qu'on est arrivé assez rapidement à un résultat visible, on va dire, et c'est plutôt cool. Hem, Moi, ce qui m'intéresse là, du coup, maintenant, c'est, de me faire un petit dataset avec DS, donc la date, et puis Yhat qui est, la prédiction, à proprement parler, on va dire. On va essayer de mettre ça en place, dans notre, code de graphique, on va dire. Heu, je vais utiliser train comme ça, ce sera plus facile. Hop, qu'est-ce que ça donne si je fais ça? OK, alors je vais peut-être zoomer un petit peu plus. Alors Fred nous dit que en moyenne, c'est pas mal. Alors en moyenne, c'est pas mal, mais en fait, quand on regarde, du coup cette prédiction, donc on avait notre prédiction, enfin notre tiens d'ailleurs j'ai inversé, hop. Voilà, ce sera plus propre comme ça. Donc la donnée réelle, elle est en orange ici, alors on s'arrête, fin février de mémoire et puis la prédiction, elle est en bleu. On peut voir que, les courbes sont quand même plutôt, plutôt, éloignées. Je suis, comment dire? Ce qui est assez intéressant, c'est que si je compare avec la courbe qu'on avait faite, sur, XGBoost, hop, que je retrouve ici, on a des tendances inverses. C'est-à-dire que, XGBoost avait tendance à, nous prédire un trafic plus faible que, ce qui s'est réellement passé. Là, c'est l'inverse. À vous de voir, dans quel cas, c'est intéressant d'être plutôt optimiste ou plutôt pessimiste. En tout cas, voilà, on a des résultats vraiment très, très différents entre les 2 modèles et ce qui serait assez cool, c'est d'essayer de mettre vraiment, les 3 infos, dans le même, graphique, mais, je vais, pas m'aventurer à ça à cette heure-ci. En tout cas, voilà, on a vraiment des choses assez différentes. Moi, j'avoue que personnellement, je suis
souvent assez déçu en fait de Prophet. Alors je pense que, j'en fais pas un usage suffisant pour vraiment, maîtriser on va dire l'outil. Mais, voilà, en général je trouve que les prédictions qui sont faites sont assez éloignées de la réalité on va dire. Et même s'il y a des features très intéressantes comme, bah, ce qu'on a vu ici avec l'analyse, des tendances, de la saisonnalité et cetera. Ça c'est plutôt cool, ne serait-ce que lorsqu'on analyse des données, historiques on va dire, d'être capable de dire à un client, bah, voilà concrètement sur une courbe à quoi ressemble la saisonnalité de ton trafic sur ce site. Ça c'est quand même plutôt intéressant. Ce qui est intéressant également c'est, cet intervalle de confiance on va dire avec la prédiction et les, heu et les, heu et les intervalles hauts et bas, on va dire. Il y a d'ailleurs un truc que je vous ai pas montré, que je vois là dans mes notes, c'est celui-ci. Ah, et bah, ça marche pas. Bon, pas très grave. On va le laisser là comme ça. Mais alors il y a une fonction, alors je sais plus exactement comment il faut faire, mais, en gros qui va nous faire la courbe avec, vraiment une apparition, on va dire, de l'intervalle de confiance sur la période qui a été prédite. Et alors là, je comprends pas pourquoi, ça ne s'affiche pas, mais bon, c'est pas très grave. Ah, on a Sergent Le12 qui nous rejoint. Eh bien, bienvenue à toi, Sergent Le12. Peut-être que si je zoome... Non, ça ne change rien. Bon, bah tant pis pour ça. En tout cas, voilà, il y a plein de fonctions que je ne connais pas forcément hein, sur Prophet, pardon, puisque comme je le disais, bah, personnellement, je suis, même si j'aime beaucoup la partie... Ah, tu ne déranges pas, Sergent le 12, bienvenue, même si tu es ici par hasard. Bah, on est en live, c'est fait pour que n'importe qui puisse se joindre à nous. Donc pour finir sur Prophet, ouais, je suis toujours assez déçu par les prédictions et je m'en sers plutôt sur de l'analyse comme je disais et il y a une analyse, qui est plutôt intéressante donc on va essayer de refaire fonctionner cet import. Hop. Bon, on va demander de l'aide à Google, hein. Et je crois que Google va pas trop nous aider. Aïe aïe aïe. Ah, peut-être que j'ai simplement fait... Voilà, j'avais juste fait une faute d'orthographe, on va dire, et mis un underscore là où il ne fallait pas. Alors, Sergent le 12, tu cherches un dev pour te conseiller. Alors, je sais pas si tu es au meilleur endroit pour ça. Moi, je suis pas vraiment un développeur, hein, ou en tout cas à moitié seulement. Ici, l'idée, c'est plutôt d'essayer d'apprendre justement ensemble le Python dans une logique de s'en servir pour faire des analyses pour le SEO. Mais bon, après tout, si tu as une question, bah, hésite pas à la poser, on essaiera d'y répondre quand même. Voilà, donc pourquoi c'est intéressant d'utiliser cette fonction-là, add change points to plot. Alors peut-être que certains d'entre vous vont l'avoir deviné, mais en fait, on va pouvoir faire un truc plutôt intéressant. Hop. Voilà, donc on va recréer un graphe encore et ajouter avec cette figure-là, cette fonction-là, pardon, des choses plutôt intéressantes. Donc on a ces petites barres rouges qui apparaissent et qui en fait euh, nous montrent
les moments dans, l'historique où il y a eu des changements drastiques en termes de tendance par rapport à ce que l'algorithme, s'attendait à trouver. Donc ça, c'est plutôt intéressant parce que, bah, ça peut montrer, et notamment si on va mettre ça en relation avec des gros événements type, confinement dans le cas de Wikipédia ou ce genre de choses-là, ou bien dans un contexte plus SEO, des événements du type, mise à jour Google et cetera, bah, on va pouvoir regarder si notre trafic a été, impacté par ces événements-là ou pas. Alors évidemment, il faudra avoir la liste, en tête ou alors aller sur, cette page de Google qu'on va retrouver assez facilement. Je crois que, il y a une page officielle. Alors c'est pas cette page-là à laquelle j'avais, pensé et non, je pense que c'est pas ça. Bon, je la retrouverai et puis, je la mettrai en commentaire, sur le replay, mais il y a une page officielle maintenant sur Google où ils indiquent en fait vraiment toutes les dates de mise à jour de l'algorithme. Donc c'est assez facile notamment de savoir quelles sont les dates exactes des core updates ou ce genre de choses-là. Et donc avec une librairie comme Prophet, vous pouvez utiliser cette fonction-là qui va vous montrer bah, si tel ou tel core update par exemple a influencé la performance SEO de votre site, on va dire. Alors on peut même aller un petit peu plus loin. Je vous laisserai fouiller la doc pour ça, parce que, je ne me rappelle plus exactement comment on fait. Mais on peut, paramétrer cette fonction pour, lui dire si on veut plus ou moins de précision, on va dire, dans l'analyse et donc elle va nous indiquer plus ou moins de barres, verticales ici qui correspondent au changement. Alors je reviens à Sergent Ledouze. Heu Tu veux te lancer dans, le développement informatique. Alors Fred nous dit que, dev PHP, il y a du boulot. C'est vrai, je pense que dev en général, de toute façon, c'est un métier, plutôt d'avenir malgré, ce que, certains peuvent en dire sur, l'intelligence artificielle et cetera. Je pense que nos amis développeurs, en tout cas dont c'est vraiment le métier, ont encore de beaux jours devant eux. Après en termes de formation, c'est un vaste programme, ça dépend un petit peu ce que tu veux faire. Si tu cherches, plutôt, une école avec un parcours long type, IUT, université ou école d'ingénieur ou toi tu es plutôt sur, du coup de la reconversion si je comprends bien avec 1 an pour te former. Alors il y a pas mal d'écoles qui font des formations du type, où on va avoir par exemple 6 mois de cours en tronc commun, puis 6 mois de stage. Je pense notamment à une école que je connais bien qui s'appelle, la Wild Code School. Je pense qu'on peut trouver assez facilement leur site, voilà, Wild Code School. Donc ils ont des campus un petit peu partout en France maintenant. Et donc vraiment l'idée c'est, de, réunir des étudiants pendant, 5-6 mois il me semble, pour les former, à vraiment une techno précise et ensuite, les envoyer en stage dans des entreprises où ils vont pouvoir, bah, confronter, leur apprentissage à la réalité de l'entreprise avec d'autres développeurs, possiblement et cetera et cetera. Alors, moi j'ai l'occasion de travailler au quotidien ou presque avec des gens qui ont fait cette école-là. Je connais pas mal de gens qui ont suivi des cours à la Wild, et qui en sont, sortis, avec les honneurs, on va dire. C'est assez particulier. Après, il faut avoir, en tête le fait que, bah, en 1 an,
c'est compliqué de devenir un développeur aussi complet que quelqu'un qui va faire une école d'ingénieur en 5 ans et qui va avoir appris et vu beaucoup plus de choses, évidemment. Maintenant, ça n'empêche pas d'être performant quand même dans son métier. Si tant est que tu te spécialises vraiment sur ce qu'on t'enseigne. Et pour parler de la Wild, parce que c'est celle que je connais le mieux, je pense. En gros, l'idée, c'est que tu as plusieurs types de formations, comme on le voit ici. Et à chaque fois, tu as des sous-domaines, on va dire. Par exemple, pour la formation développeur web, tu vas avoir des formations qui vont être plutôt orientées PHP, d'autres plutôt JavaScript, par exemple. Je te laisserai te renseigner, sachant qu'il y a également d'autres écoles du même type qui s'appellent pas Wild Code School, mais qui font globalement la même chose. J'avoue que n'ayant pas besoin de me former, c'est pas un sujet sur lequel je me suis énormément penché. Après, comme le dit Fred, je pense qu'il faut te spécialiser sur un domaine et essayer d'être performant là-dedans. Les sujets sur lesquels il y a beaucoup de boulot et qui sont plutôt porteurs, c'est comme l'a dit Fred, le PHP, le Python également, avec tout ce qui tourne autour de la data notamment, mais aussi des choses un peu plus back-end. Moi, je connais de plus en plus de boîtes qui ont tout leur back-end en Python. Et puis, alors oui, c'est malheureux, mais le JavaScript, ça fait partie des langages à la mode, notamment pour tout ce qui est front. Donc ça se fait aussi. Et c'est des formations Wild Code School qui sont finançables par le Pôle emploi, ce qui, à mon avis, est un argument plutôt important également dans ta situation. Et sinon, bah oui, le site du zéro, je pense qu'on est nombreux à avoir appris beaucoup sur le site du zéro. Je pense que c'est là où j'ai appris mes bases de PHP, par exemple, il y a une petite vingtaine d'années. Voilà, donc si tu étais déjà un adepte du site du zéro, je pense que tu vas assez rapidement réussir à trouver de quoi te réorienter. Et, euh, et c'est euh, et c'est très bien. Alors, Code Academy, il me semble qu'en fait, ah non, c'est Open Classroom qui est devenu, enfin, qui est le successeur du site du zéro, il me semble. Mais oui, il y a énormément de formations en ligne. Euh, Mais en tout cas, voilà, moi je t'encourage à t'intéresser à ces formations-là. Si tu as l'occasion de faire une vraie formation diplômante, on va dire, même si c'est en un an, bah, c'est quand même plus alléchant, on va dire, pour un recruteur. Et notamment, bah, un des avantages de la plupart de ces formations-là, c'est que bah, vu qu'on t'envoie en stage pendant 5-6 mois dans une entreprise, l'objectif c'est que tu puisses être recruté par l'entreprise à la fin. Comme je le disais, moi je travaille maintenant au quotidien chez des clients avec des développeurs qui ont fait leur stage Wild Code School dans l'entreprise et qui ont été gardés à la fin. Alors évidemment, on ne garde que les meilleurs profils, hein. Si t'es pas bon, bah, on te gardera pas. Mais bon, ça c'est valable quelle que soit la formation que tu fais de toute façon. Et le dernier point que je préciserai peut-être par rapport à ce genre de formation-là, c'est que, bah, comme je disais tout à l'heure, il faut être conscient que on te spécialise vraiment sur un truc très particulier. Donc je pense que un petit peu comme ce que on peut prétendre lorsqu'on fait des formations universitaires notamment, ça vaut vraiment le coup d'être curieux, d'aller au-delà de ce que tu vois en cours, etc. De prévoir un petit peu de temps pour avoir tes, euh, tes projets à côté, etc. Et en fait, si tu vas voir un recruteur en lui disant que ok, t'as fait cette formation là, mais en fait t'as fait plein d'autres choses et t'es capable notamment de montrer des vrais projets aboutis sur un GitHub ou un GitLab, c'est super intéressant. Et oui, alors il y en a d'autres, hein, des formations. Moi je connais bien la White Code School, pour rien vous cacher. J'ai été le voisin de l'école White Code School à Reims pendant plusieurs années, donc je les connais très très bien. Mais ils ont des concurrents et il faut pas hésiter à aller voir ce qui se passe. L'avantage de ces formations-là aussi, c'est que bah, il y a pas mal de choses qui se font totalement en online, ce qui a ses avantages et ses inconvénients, mais il y a aussi énormément de campus un peu partout en France.
Et donc ça permet aussi de rencontrer des gens qui sont un peu dans le même bateau que toi. Et je pense que, en tout cas pour, connaître certains, anciens de ce genre de formation-là, le côté émulation et travail en équipe, c'est super important. Alors niveau rémunération, là pour le coup, moi je saurais pas trop te répondre. Je pense que, en sortant de ce genre de formation-là, bah, tu peux prétendre dans le métier auquel tu es formé à un salaire junior, ce qui est assez normal. Du coup, bah, ça peut être plutôt intéressant ou plutôt une baisse de salaire, on va dire, selon le métier que tu faisais, par le passé. Mais, voilà, ça dépend un petit peu du profil et de là d'où tu viens, on va dire. En tout cas, tu seras, je pense, en tout cas dans les cas que je connais, sur la fourchette un petit peu basse malheureusement, des salaires juniors, sur ces métiers-là. Et après ça dépend de plein de choses. Il y a des salaires qui peuvent être assez différents, par exemple selon que tu bosses, plutôt sur Paris ou en province. Donc ça c'est toujours un petit peu imprévisible, on va dire. Mais, voilà. Fred se mouille un petit peu plus et donne des chiffres dans le chat. Moi je m'y risquerai pas parce que je connais pas du tout les salaires, de dev, actuels. Voilà, voilà. Bah écoutez, je pense qu'on a bien discuté pour clôturer cette petite heure ensemble. On va du coup s'arrêter là pour cette semaine. On verra ce sur quoi on se penche la semaine prochaine. Il nous reste plusieurs choses à essayer de creuser sur cette partie prédiction, notamment avec le fait d'essayer d'améliorer la précision de nos modèles. Donc on verra si on a le temps, on va dire, de se pencher là-dessus la semaine prochaine, ou bien si j'ai d'autres idées qui me viennent d'ici là. Euh, Si vous avez des choses qui vous intéressent et des sujets sur lesquels vous souhaiteriez qu'on travaille, bah, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter pour me suggérer vos idées. C'est toujours un plaisir. Et puis pour le reste, eh bien écoutez, moi, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi ou un bon début de soirée. Et je vous dis du coup à très bientôt. Ah, il faut travailler mon layout Twitch. Ouais, je t'avoue qu'il n'a pas bougé depuis mon premier live. C'est pas ma priorité actuelle, mais ça viendra. Allez, à très bientôt.